Bonjour, bonjour, donc nous y revoilà pour cette 4e vidéo. Alors d'abord, une petite correction sur ce que j'ai dit précédemment à propos, enfin un rajout à propos des nombres à virgule. Donc j'ai oublié de mentionner, j'y avais pensé et finalement j'ai complètement zappé, que l'on peut diviser par 0 avec le nombre à virgule. En fait, le nombre à virgule donne la possibilité de représenter plusieurs valeurs. D'abord, on a une différence entre le 0 positif et le 0 négatif. C'est deux valeurs différentes. Ensuite, lors d'une division par 0, on va obtenir une valeur plus ou moins l'infini selon le signe et du numérateur et du dénominateur. Donc par exemple, si on a un nombre positif divisé par moins 0, on obtiendra moins l'infini. Si on a un nombre négatif divisé par plus 0, on obtiendra aussi moins l'infini. Si on a deux nombres négatifs ou deux nombres positifs, on obtiendra plus l'infini. On peut aussi représenter une autre valeur qui est not a number, donc qui n'est pas un nombre. Alors par exemple, c'est la valeur retournée par racine carrée lorsque vous l'appelez sur un nombre négatif. Par exemple, float r est égal à sqrt de moins 1. On inclut mat.h. Voilà. On enlève tout ça. On compile. Alors, mat.h. Ah. Voilà. Il fallait linker avec la librairie pour avoir les fonctions mathématiques. Donc, moins lm. Du coup, hop, on obtient donc, comme vous pouvez le voir, moins nan. Voilà, voilà. Donc, ceci étant dit, on avait terminé en voyant les références, donc c'est-à-dire manipuler les adresses des données en mémoire. Et on avait vu que de cette façon, on pouvait modifier les données qui se trouvaient à l'extérieur de la fonction dans laquelle on travaillait. Il faut savoir qu'on va encore utiliser ces histoires d'adresses, cette fois-ci pour manipuler des tableaux de valeurs. Alors déjà, commençons par déclarer un tableau. Donc le tableau va être construit comme on construisait les variables auparavant, c'est-à-dire que ce sera dans la stack. Et donc le tableau sera détruit lorsqu'on sortira de la fonction. Alors on commence par exemple par un tableau de nombres, un tableau d'entiers. On va dire qu'on en prend 10. Alors première chose, quand on construit des tableaux, qu'on dit statiques dans ce cas-là, de cette façon-ci, la taille du tableau doit être déterminée à la compilation. Donc, c'est des constantes, des valeurs que le compilateur peut connaître au moment où il construit l'exécutable. Voilà. Donc vous ne pouvez pas construire de cette façon des tableaux de taille variable. On verra plus tard comment faire. Donc là j'ai un tableau d'entier, donc à cet instant-là, c'est comme si j'avais 10 variables de type int, toutes non initialisées. Donc on va vouloir initialiser ces variables. Alors, si vous vous souvenez, on avait vu les boucles for, donc on prend un indice qui part de 0, qui est plus petit que la taille du tableau, en l'occurrence 10, et on va affecter à chaque case du tableau, de cette façon, la valeur 42. Ensuite, on peut imprimer le tableau, toujours de la même façon, en faisant un printf, donc ce sont des entiers, donc D, avec un retour à la ligne, et tant qu'à faire, on va aussi indiquer l'indice, donc indice suivi de la valeur, voilà, et de cette façon on affiche notre tableau. Compilation, et erreur, ah excusez-moi, de cette façon ce sera plus correct. D'abord la déclaration, ensuite on peut utiliser les valeurs.
et la variable R n'existe plus. Voilà. Donc on a écrit dans le tableau, affiché le tableau. On peut entre temps s'amuser à modifier les valeurs, hein. Table 2, c'est égal à 0 par exemple. Si on compile et qu'on exécute, on voit apparaître dans le champ 2 la valeur 0. Alors, les tableaux donc, sont de type, comme vous pouvez le voir ici, int, crochet. Donc, on va faire une petite fonction qui va initialiser un tableau pour nous. Donc le type en fait qu'on va prendre, ce sera un pointeur sur un entier. En fait, l'adresse pointée, ce sera l'adresse du premier élément du tableau. D'accord? Et ensuite, on va voir que ce pointeur, on va pouvoir se décaler à partir de cet élément-là, de la taille d'un int, autant de fois qu'il faut pour accéder aux différentes cases. Ceci fonctionne avec tout pointeur. Et vous déplacerez de la taille d'une case de la taille du type. Que le pointeur provienne en fait d'une seule variable, dans ce cas-là il ne faudra jamais aller chercher plus loin que la case 0, parce que vous sortirez du tableau, puisque en fait c'est un tableau d'une case, une variable, si vous prenez l'adresse de cette variable, ou que ce soit un tableau, vous pouvez l'utiliser comme avant, comme une variable, dans ce cas-là vous ne considérez que la première case. Je vais développer dans quelques instants. En second argument, on a la taille du tableau. Donc on va prendre un int non signé. Et notre fonction ne renvoie rien, elle réussit toujours, pas d'histoire d'erreur. Alors, voilà, vous voyez qu'on utilise la syntaxe pour les tableaux de cette façon-là. Et comment allons-nous appeler notre fonction, puisque là on a un tableau et pas un pointeur? Eh bien, c'est là que la magie opère. En fait, le type de table. Quel est le type de table? Eh bien, le type de table est un int étoile. C'est un pointeur sur le premier élément du tableau. Voilà. On peut donc appeler notre fonction d'initialisation de cette manière. Et du coup, on peut stocker par exemple dans la case 2 la valeur 42. Et dans la case 0, la valeur 7. Alors, pardon, là il faut mettre la taille, donc en l'occurrence 10. Et ensuite on affiche. Donc une bonne habitude à prendre quand on fait ce genre de choses, c'est de définir un nom pour la taille du tableau. Donc comme c'est une constante en C, on utilisera le préprocesseur pour définir une chaîne de caractères qui sera automatiquement remplacée par la valeur. Donc ce sera tab size que l'on définit à 10. Du coup ici on utilise tab size. Et ici on utilise à nouveau tab size. De cette façon, si on veut modifier et le parcours, et à nouveau ici aussi, tab size, très important. L'initialisation, le parcours, la déclaration, tout se fera en une seule fois, en modifiant une seule valeur. Pas de risque d'oublier de modifier l'un des champs, comme j'ai failli à l'instant en oubliant ici l'appel. Voilà, donc on compile. On corrige les petites erreurs. Donc tous nos indices sont positifs, donc il faut que les types correspondent, hein, sinon warning. Déjà. Et je fais encore la même erreur que tout à l'heure, à savoir que les déclarations au début de la fonction. Alors, en fait, il y a une raison au fait que l'on déclare toutes les variables au début de la fonction, c'est simplement qu'en fait, le compilateur C va au début d'une fonction récupérer tout l'espace dans la pile nécessaire, et ensuite exécuter le corps de la fonction. Donc voilà, vous voyez que ça marche bien. Alors, aussi... Pom pom, ça m'a échappé. Je vais vous mettre en garde contre quelque chose. Bon, je ne sais plus. Donc, on ne dépasse pas les tailles de tableau. Sinon, c'est un peu comme écrire en fait un emplacement où vous ne savez pas ce qui s'y trouve. Il s'y trouve peut-être d'autres données, certaines autres de vos variables. Peut-être que vous n'avez pas le droit d'y écrire en fait. Donc c'est comme utiliser un pointeur qui n'a jamais été initialisé. C'est interdit. Interdit, interdit. Si vous faites ça, votre programme peut se comporter de n'importe quelle façon.
Il n'y a aucun standard qui détermine la façon dont va se comporter votre programme. Ça dépend de la machine sur laquelle ça va tourner, de ce qu'il y avait en mémoire avant, donc des programmes que vous avez fait tourner avant, etc. Ça dépend énormément de choses. Et c'est pas du tout ce que vous voulez. Vous voulez que votre programme il fonctionne à chaque fois qu'on le lance. Vous voulez pas qu'il plante une fois sur 3. Voilà. Donc les tableaux, les pointeurs, c'est lié. Je voulais vous montrer aussi qu'on peut utiliser un tableau comme un pointeur de la façon suivante. Donc par exemple, on va créer la fonction void set first lm, donc qui prend un pointeur sur un entier et va lui affecter la valeur 42. Alors on peut appeler cette fonction avec notre tableau entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait on va lui donner la position du premier élément du tableau. Et ça va parfaitement fonctionner. Alors là on avait écrit 7 et en fait vous allez voir que la valeur, alors cette table, excusez-moi, la valeur est bien modifiée, on a bien 42 stocké dans l'emplacement 0. Donc on peut faire joujou avec l'arithmétique des pointeurs, donc je vous en ai pas encore parlé mais on y vient, parce qu'en fait c'est juste un raisonnement en tant que tableau, mais écrit avec des plus et des étoiles. Je développe. Pour accéder à l'élément i du tableau dans cette fonction, je peux écrire start crochet i. Mais je peux aussi raisonner en tant que pointeur et me dire, je pars du pointeur start. Je dois me décaler de i cases vers l'avant, donc je fais plus i. Je vais prendre l'adresse de start, rajouter plus i fois la taille d'un int à ce nombre, puisque je vous rappelle, une adresse c'est juste un nombre qui représente une position dans la mémoire de l'ordinateur. Et une fois que je suis décalé, là j'ai un pointeur vers la bonne case du tableau. Et donc je regarde qu'est-ce qui se trouve à cette position-là, en déréférençant avec l'opérateur étoile. Ceci est exactement la même chose que ce que j'avais écrit avant. Seulement on a choisi ici de prendre le point de vue des pointeurs. Voilà. Donc lorsque vous lisez quelque chose comme ça, vous pouvez juste dire, bon bah je regarde à la case i. Alors, vous avez vu que j'ai écrit cette expression-là, et cette expression-là est valide, c'est une adresse, ceci. Puisqu'après je l'ai déréférencé cette adresse. Alors on pourrait se demander, est-ce que je peux écrire cette expression-là, c'est-à-dire la position start décalée de i fois la taille d'un int, avec des tableaux? Eh bien, bien sûr, je peux regarder la case i et prendre l'adresse de tout ça. Donc attention, alors là je vais le faire ailleurs. L'adresse de l'élément i. Donc on va afficher toutes les adresses de notre tableau. Voilà, voilà, donc on va afficher les adresses avec %p pour les pointeurs. On va à nouveau indiquer l'indice parce que sinon c'est pas très lisible. Et donc les adresses, comme je vous ai dit, on peut les écrire start plus i. Alors, les adresses, je vais pas les mettre dans cette fonction, je vais les mettre après tout notre programme. Voilà, tout ce qu'on faisait déjà avant. Donc, pof, j'ai oublié l'indice. Alors, la taille ici n'existe pas, c'est tab size. Et start ne veut rien dire. Ici c'est table. Bon, j'aurais dû faire une autre fonction, mais excusez-moi, j'ai pas vraiment le courage. Voilà, donc vous voyez qu'on décale petit à petit les valeurs, on fait plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, puisque un int fait 4 fois la taille d'un char et qu'un char est la plus de taille possible. Ceci n'étant vrai que sur l'ordinateur sur lequel je suis. Ça peut changer si vous passez sur des circuits de microcontrôleurs ou trucs comme ça. Vous pouvez aussi coder en C. Et oui, on peut coder en C sur énormément de plateformes, par exemple la Game Boy, c'est tout à fait possible. Voilà, donc dans le cas présent il se trouvait que c'était 4. Mais laissons le compilateur compter quelle est la taille d'un int. Lui seul c'est vraiment la bonne taille.
Voilà, voilà. Et donc, comme je vous disais, on peut simplement écrire table crochet i et donne-moi l'adresse de table crochet i. Vous allez voir, on a le même comportement. Donc, effectivement, les valeurs ici ont changé. Mais ça, en fait, ce sera toujours le cas. Vous voyez, quand je lance 2 fois le même programme, cette plage de valeurs change. C'est dû à mon système qui choisit parfois de placer le programme en mémoire à un endroit, parfois à un autre endroit. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous voyez que le décalage est tout le temps le même. Tac, 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 à chaque fois on saute de 4. Même chose que avec l'ancienne version qui était ici. Voilà, voilà, donc on a vu la dualité pointeur-tableau. En fait, c'est juste 2 façons de noter la même chose. On a vu les tableaux, et bien là j'ai un peu fait les choses à la main. Mais on peut faire les choses un peu mieux, un peu plus proprement. On peut utiliser des fonctions fournies par la libc, hop, par ici, stdlib, qui permettent de, et std même pour memory, qui permettent de manipuler plus facilement les tableaux et d'initialiser les valeurs. Alors ça doit être memory.h si j'ai de la chance. Alors pour l'initialisation, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. On va utiliser memset, qui prend donc la position et... Et je triche, je vais voir la documentation. Voilà, c'est ça. La position, le nombre d'éléments et la taille d'un élément. Donc la position, c'est start. Le nombre d'éléments, c'est size. La taille d'un élément, c'est la taille d'un int. Comment demander au compilateur, donne-moi la taille d'un int? Size of int. Voilà, comment demander au compilateur quelle est la taille d'un int. On va l'écrire comme ça, pour faire joli. Et donc, automatiquement, pof pof, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Oui, même 7, ça me... C'est B0 en fait à laquelle je pensais. Donc j'affiche juste le man si vous voulez mettre à pause. Voilà. Donc, excusez-moi, ici on ne met pas la taille. On met la taille ici. La taille en fait de l'espace mémoire. Et tout l'espace mémoire sera rempli de bi, de la valeur, que je vais placer ici sous la forme d'un int, et qui sera donc 0. Je vais mettre des zéros partout dans ma mémoire. Et en fait, cet appel est exactement la même chose que B0 de start size fois size of int. Donc là, je place des zéros dans ma mémoire. Là, je place des 0 dans ma mémoire. Mais là, je pourrais placer, par exemple, que des 1, si je veux. Alors allons-y, je compile. Il me dit gentiment que je n'ai plus besoin de la variable i, il a tout à fait raison. Je n'en ai plus besoin, alors j'enlève. J'exécute. Et donc là, vous me dites « Ah, mais ce n'est pas un 1, que s'est-il passé ?» Rassurez-vous, c'est bien D1. Un int, nous a dit notre ordinateur, est de taille 4. Or, un byte, ou un char si vous préférez, est de taille 1. Un byte, c'est taille 1. En fait, on compte en bytes. Et donc, il se trouve que j'ai donc placé dans 4 petites cases qui constituent mon int plusieurs fois la valeur 1. J'ai donc écrit 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Mais quand je lis tout ça, ça me fait pas 0,1. Hein. Ça me fait quelque chose qui est assez gros. Alors en fait, c'est 0,1 quand on compte en base 16, re 0,1 quand on compte en base 16, etc. Et donc ce nombre-là, quand on regarde vraiment ce que ça veut dire en décimale, bah, ça veut dire ceci. C'est pour ça que généralement on utilise memset avec la valeur 0 ou bien des valeurs lorsqu'on travaille avec des tableaux non pas d'entiers mais de caractères. J'y reviendrai dans quelques secondes ou minutes. Minutes c'est mieux. Hein. Voilà, donc on peut aussi faire avec B0. Alors, maintenant on va passer à un tableau d'autres données, on va passer au tableau de caractères. Il y a une bonne raison de passer au tableau de caractères, c'est parce qu'en fait les tableaux de caractères sont liés à la façon dont on stocke les chaînes de caractères. Donc revenons d'abord sur les chaînes de caractères.
Blabla. Quel est le type de cette expression? Le type de cette expression, c'est un... Alors, si jamais on est en C++, en C99, le bon type ce serait char const, char étoile const. Voilà. Alors const, ça veut dire... Étoile const, ça veut dire le pointeur ne peut pas être bougé. Vous ne pouvez pas modifier l'adresse. Et le const char signifie les caractères ne peuvent pas être modifiés. Vous ne pouvez pas changer les caractères qui sont ici. Voilà ce que l'on devrait avoir en théorie. Mais vous pouvez très bien manipuler des chars étoiles. Et c'est d'ailleurs souvent le cas dans le code d'avoir des chars étoiles str qui est égal à une chaîne. Donc le char étoile c'est pour tableau de caractères. Et la taille du tableau, eh bien, c'est le nombre de caractères. Plus 1. Plus 1, parce qu'il faut dire que c'est la fin de la chaîne. Et donc on utilise un caractère supplémentaire qui n'est pas écrit ici pour dire que c'est la fin de la chaîne. On utilise le caractère \0 de valeur décimale, hexadécimale, binaire, 0. Man, ASCII, vous l'avez ici, c'est le caractère null ou \0. Pour mettre en parallèle avec le \n qui signifie une nouvelle ligne. Voilà. Donc en fait, pour construire la chaîne de caractères hello, on aurait pu simplement, à la place de tout ça, déclarer un tableau str de taille 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis placer dans str de 0 la valeur h, etc. Vous me voyez venir jusqu'à str de 4 qui est égal à O, et str de 5, je commande parce que ça fait perdre la boule à mon éditeur, \0, que l'on peut aussi écrire, si vous voulez, 0. C'est la même chose. Mais pour rappeler que c'est un caractère, juste pour la personne qui lit le code, le compilateur n'en a vraiment pas besoin, on mettra \0. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, on va pas s'amuser à écrire ça sous forme de tableau, on va l'écrire comme ceci. Et du coup, on peut donc écrire des fonctions qui travaillent sur des chaînes de caractères, prennent des messages. Donc par exemple, on va écrire une fonction affiche message qui prend une chaîne de caractères. Et on va l'orthographier correctement en anglais. C'est mieux. Voilà, elle ne retourne rien. Hein. Et donc il fait un printf de voici le message, la chaîne de caractères et un retour à la ligne. Voilà. Alors que se passe-t-il si jamais on change le pointeur en mettant par exemple plus 1? Eh bien on décale le départ, du coup on oublie la première lettre. On peut aussi, comme je vous l'ai dit, écrire tout simplement position du premier caractère. Voilà. Alors du coup il ne faut pas s'amuser à utiliser l'affichage de chaîne de caractères pour afficher un seul caractère. Parce que le souci, que je vais vous montrer tout de suite, si vous faites ça, vous accédez à des zones mémoire auxquelles vous n'avez pas le droit. Ceci, ça ne marche pas. Parce que vous allez lire après le C pour savoir si oui ou non la chaîne se termine. Alors, même si jamais vous affectez une valeur à C, hein, par exemple S. Si vous faites ça, pof pof pof, oui, non, je sais, je n'utilise pas la variable share, mais c'est pas grave. Voilà, vous lisez de la mémoire où vous savez pas ce que vous allez trouver à l'intérieur. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous voyez qu'à la première exécution, j'avais une sorte de caractère accent grave, et là, je ne l'ai plus. Donc, à ne pas faire. Alors, en règle générale, quand on travaille avec des tableaux, il faut toujours faire très attention aux indices, ne jamais aller trop avant, donc c'est-à-dire dans des indices négatifs, mais ça peut arriver si vous décalez vos pointeurs en faisant par exemple moins sur la chaîne ici, là, sur le pointeur. Et bien faire gaffe à ne pas sortir des tableaux, bien faire gaffe à ce que vos chaînes de caractères soient terminées par le caractère fin de chaîne. On a vu c'était \0. Alors par exemple pour afficher lettre par lettre une chaîne de caractères, ce qui est possible, on peut faire for, ou plutôt while en fait, non for, allez, for. On n'a pas d'initialisation, on a déjà la chaîne toute prête. str
quand on lit le caractère à la position str, ce n'est pas 0. Vous pouvez lire ça dans des codes. Str++. Et donc là, on va bien parcourir toute la chaîne et on s'arrêtera quand la chaîne est finie. On peut aussi écrire str de 0 et on décale str. Donc c'est cette version-là ou la version while que l'on trouve souvent dans des codes C. Et par exemple, je ne sais pas, moi, afficher le caractère, décaler 2, hein. Donc étoile str plus 1. Il faut mettre des parenthèses, parce que l'opérateur étoile a une précédence faible. Ça veut dire qu'on exécute d'abord les autres opérateurs avant de faire l'étoile. Pardon, non, précédence forte. Pof, pof, pof. Oui, voilà. Donc en fait, les parenthèses sont facultatives. Facultatives. Excusez-moi, hein. C'est dur pour moi. J'aurais jamais dû attendre tant de jours pour faire la suite. Alors, voilà, on a décalé les caractères. Donc, les tableaux, ça va. Les chaînes de caractères, ça va. On va pouvoir regarder quelques fonctions fournies par la libc et les réécrire. Donc, premièrement, la longueur d'une chaîne de caractères. Cette fonction, qui existe dans la libc, devra nous donner la longueur d'une chaîne. Alors, allons-y. Comme je vous ai dit, tant que on n'est pas à la fin de la chaîne, on part de 0 et tant qu'on a lu un caractère, on incrémente. Et quand on tombera sur le caractère de fin de chaîne, eh bien, ce sera fini, on sortira du while, parce que 0, c'est faux. Et on n'a plus qu'à retourner. Et du coup, on peut utiliser maintenant printf, la longueur, avec un %d sur strln de str. Alors voilà. Donc, ce n'est pas str, ici il faut que je mette une chaîne, donc par exemple, hello. Et là, il me dit que strlen est déjà déclaré ici. Donc, il a tout à fait raison. En fait, ce type retourné est un t-size, qui est juste un alias pour le type non signé. Alors. Du coup, on l'appelait maille. Et voilà, vous m'avez vu en action faire une magnifique bêtise. Boucle infinie. J'ai tout simplement oublié de décaler la position du pointeur. Voilà, la taille est 5. Alors, on peut utiliser des choses plus rigolotes. Par exemple, on peut s'amuser à dire, bon, bah, j'ai la position de départ ici. Alors, je prends un autre pointeur. Et lui, je le décale. Et du coup, à la fin, j'ai juste, pour avoir la distance, à faire l'arrivée moins le départ. Alors, voilà, ce qui est fait. Et nous obtenons bien 5. Donc, on est rassuré, tout va bien. Voilà. De cette façon, on peut calculer des distances. En termes d'espace mémoire. Enfin, de nombre de chars. Voilà. Ceci étant dit, nous avons vu strlen. Donc vous avez la fonction strlen qui permet de faire la même chose. Alors, quelques mots sur les fonctions de copie de chaîne de caractères. À savoir strcopy et str4. Les choses qu'il ne faut pas faire et que les débutants ont tendance à faire parce qu'ils sont mal informés en fait tout simplement. Ils tombent sur les mauvais tutos et on oublie de les prévenir là-dessus. Donc si jamais je crée un buffer par exemple, donc un tableau pour stocker des caractères de taille 42, et que je veux copier une chaîne de caractères à l'intérieur. Ceci fonctionne. Ceci ne fonctionne plus. Alors, pardon, excusez-moi, c'est strcopy. C'est à vous de vérifier que la chaîne de caractères que vous allez copier ne déborde pas. Vous voyez, ici, aucune condition sur la taille.
Si jamais la chaîne que vous copiez est plus grande que le tableau, ça va déborder, et comportement déterminé. Alors pour limiter les DA4, vous avez strncopy qui, elle, limite à la taille n. Donc n'oubliez pas de prévoir la taille pour le caractère de fin de chaîne. Donc après, regardez dans la documentation de strncopy si jamais le \0 est compris ou pas dans ce n là. Ça doit être écrit ici. Je vous laisse lire en mettant à pause ou aller voir directement votre man. Voilà, donc autre fonction qui peut poser des soucis, c'est strcat pour concaténer deux chaînes. Si par exemple vous avez... Alors on recommence notre exemple. Buffer1 hello et buffer2 qui contient world, excusez-moi, et que vous voulez concaténer les deux chaînes, c'est-à-dire copier la seconde chaîne buffer2 à la suite de la première dans buffer1. À vous de vérifier encore une fois que ça ne va pas déborder. Hein. Là ici, je sais que mes chaînes sont assez petites pour pouvoir rentrer dans une chaîne de taille 42. Mais à vous de vérifier. Et si vous voulez la taille d'un tableau, eh bien soit vous faites un define ici pour vous souvenir la taille, soit vous pouvez aussi utiliser size of buffer1, mais attention, vous avez, donc si jamais c'est une chaîne de caractères, vous avez bien la taille du tableau. Si jamais c'est un int, il me semble, à vérifier, que vous aurez 4 fois, dans mon cas, mais taille du in fois la taille du tableau. D'accord, donc si vous avez un int ici, ça fera size of int fois la taille du tableau ici, 4 fois 42. Bon, ceci étant dit, donc str4 de buffer1, buffer2. À vous de vérifier que lorsque vous allez écrire buffer2 à la suite de la chaîne déjà contenue dans buffer1, ça ne débordera pas. Aucune vérification ne sera faite. À vous de vous en assurer. Voilà, donc on peut afficher la chaîne. Hop, buffer1. Ah, et précision supplémentaire, str4 pour concaténer la chaîne 2 après la chaîne 1, parcourt la chaîne 1 et s'arrête sur le \0, puis écrase le \0 avec le premier caractère de buffer2 et continue ainsi de suite, puis place le \0 à la fin. Donc attention, la taille qu'il vous faut, c'est la taille de buffer2 plus 1 pour pouvoir placer le \0 à la fin. Faites bien attention au \0. Ça prend de la place. C'est pas invisible. Il n'y a pas de manière magique pour connaître la fin d'une chaîne de caractères. Malheureusement, on est obligé de le coder d'une certaine façon et ça a été choisi que l'on le fasse par un caractère spécial à la fin de la chaîne. C'est les conventions. Alors, il me dit que je n'ai pas déclaré la fonction strcopy qui doit être dans string.h. Voilà. Donc, toujours dans le monde des pointeurs, si jamais vous ne travaillez pas avec des chaînes de caractères, vous pouvez peut-être avoir envie d'utiliser la fonction memCopy, qui copie des bouts de mémoire sur des bouts de mémoire. Donc ça prend un pointeur sur n'importe quel type, un autre pointeur sur n'importe quel type, et il faut que vous lui donnez la taille de la mémoire en bytes. C'est-à-dire, si par exemple vous avez un tableau d'entier, il faudra que ce soit size of int fois le nombre d'éléments dans votre tableau. Il faut bien sûr que les tableaux de destination ici soient plus grands que la taille que vous allez copier depuis le tableau source. Tableau ou espace mémoire. Hein. Enfin, vous pouvez aussi copier, c'est complètement inutile, mais vous pouvez copier des tableaux de taille 1 en prenant juste l'adresse d'une variable. Mais bon, ça ne sert à rien, hein, clairement. Autant écrire explicitement que vous déréférencez, récupérez la variable et stocker dans la déréférencement de la destination. C'est beaucoup plus clair ainsi. Voilà, donc pour ce petit aperçu de toutes les fonctions qui vous sont offertes par la librairie standard. Et donc, la suite logique de tout cela, donc là, c'est le moment où vous allez faire une pause, vous allez manipuler les chaînes de caractères, les tableaux dans tous les sens. Vous faites des tableaux, vous faites par exemple un programme qui va lire une dizaine de valeurs, les stocke dans un tableau, calcule par exemple la moyenne de ces valeurs et l'affiche. Voilà. Vous voulez utiliser des tableaux, allez-y, utilisez des tableaux, faites des petits exercices, trouvez-les-vous vous-même, trouvez des choses que vous avez envie de faire avec des tableaux, trouvez une idée, et vous le faites. Alors bien sûr, ne prenez pas des choses trop dures, hein. Ça va de soi. Mais si vous voyez que vous pouvez le faire, allez-y. C'est comme ça que vous apprendrez, c'est en vous faisant plaisir, c'est tout. Il n'y a pas de mystère, hein. C'est pas en faisant des exercices que vous n'avez pas du tout envie de faire qu'on vous a donné, parce qu'en vous disant voilà, fais ça, ce sera super bien pour toi.
Oui, mais si vous avez aucune motivation de le faire, vous ferez jamais rien et vous apprendrez rien. Donc faites ce que vous avez envie de faire, hein, c'est ça le secret. Il n'y a pas de mystère. Donc la suite logique, maintenant on s'accroche, c'est les tableaux de taille variable. Et pour ça, en fait, on va repasser du point de vue des pointeurs. Un tableau, c'est une adresse de départ et la possibilité de pouvoir écrire dans les différentes cases qui suivent. Et bien on va demander au système, hey salut, tu peux me donner telle taille de mémoire? Et le système il va vous répondre, ok, voilà, ça commence ici, et je t'ai donné au moins ce que tu m'as demandé. Au moins ce que vous avez demandé au système. En fait, parfois il donne un peu plus, mais il ne donnera jamais moins. Ça ne veut pas dire que vous pouvez assumer qu'il vous a donné plus. Surtout pas. Vous devez partir du principe que vous ne pouvez pas écrire plus loin que ce que vous avez donné, que ce que vous avez demandé, et donc que ce que vous a priori donné le système. Et sinon, à nouveau, comportement indéterminé, blablabla, vous écrivez dans des mauvais espaces mémoire, vous écrasez les valeurs dans d'autres de vos variables, par exemple. Si vous avez un programme qui commence à avoir un comportement bizarre du genre quand vous exécutez une certaine fonction, pouf, il y a d'autres variables qui changent de valeur. Bon, vous savez que vous avez débordé vos tableaux, hein, pas besoin de chercher plus loin, c'est ça. Cherchez pas plus loin, c'est vos tableaux qui ont un souci. Tableau ou tableau dynamique. Alors, les tableaux dynamiques. Donc pour faire ça, je vais construire par exemple une chaîne de caractères dynamique. Je vais donc demander au système, hey système, donne-moi de la mémoire. Et donc là, pour la première fois, nous allons utiliser de la mémoire qui n'est pas sur la pile, mais dans le tas. Donc str, et je vais dire, hey système, donne-moi de la mémoire. Alors, malloc, hop. Donc vous lui donnez combien de mémoire vous voulez. Alors par exemple, je veux un tableau de 30 caractères. Mais je peux aussi mettre, comme c'est une fonction, je peux aussi mettre par exemple une variable. Chose que je ne pouvais pas faire avant. Je ne pouvais pas écrire ça avant. Et maintenant c'est possible, je peux demander mieux à l'utilisateur de montrer la longueur de la chaîne. Hop. Et ensuite, demander à l'utilisateur, donc là on va faire les choses proprement, on va déclarer notre variable, et ensuite lui affecter une valeur. Ensuite demander à l'utilisateur de me donner une chaîne de caractères, donc là je fais quelque chose de très dangereux, je ne vérifie pas que l'utilisateur ne va pas taper trop de caractères. Donc %s, et là, puisque j'ai déjà un pointeur, la fonction scanf, excusez-moi, peut déjà modifier ce qui se trouve à la destination, donc pas besoin de mettre un pointeur sur pointeur, non, on va pas demander un pointeur sur pointeur, faut pas exagérer. Non, on va juste lui donner notre tableau et scanf écrira dans le tableau. Vous pouvez le voir comme un tableau, ou comme un pointeur vers un grand espace de mémoire. Donc on demande l'espace mémoire, donc c'est v fois size of char, qui est 1, mais écrivons-le. Voilà. Et ensuite on écrit dedans, et enfin, on écrit la chaîne. Je ne répéterai jamais assez ça, mais dans la vraie vie, vous vérifiez bien que l'utilisateur ne risque pas d'écrire trop. Alors en fait, scanf ne peut pas vous assurer cette sécurité-là. Donc il faudra aller voir dans la documentation pour des fonctions un peu plus sécurisées, ou écrire votre propre fonction de lecture. Donc je ne sais pas s'il y a un scan nf. À première vue, non, mais il doit exister une fonction qui limite la taille de la lecture. Il faudra regarder la documentation, je vous la mettrai sur la description de la vidéo si je la retrouve. Ceci étant dit, j'affiche la chaîne, donc on compile et on exécute. Alors, je veux 12 caractères et je mets juste un petit mot qui rentre bien dedans. Et voilà, vous voyez que ça a bien fonctionné. On a donc découvert les tableaux dynamiques. Et alors là on peut faire énormément de choses. À partir de maintenant, ça y est, vous pouvez faire un résolveur de Sudoku. C'est parti, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez faire des tableaux. Alors au choix, vous faites un tableau énorme de largeur fois hauteur. Et vous vous baladez en utilisant la position X fois la hauteur plus la position Y, par exemple, dans votre tableau, pour représenter votre grille de Sudoku. Vous pouvez la lire, vous pouvez l'écrire. Si jamais vous faites un petit peu man fopon, vous pourrez même lire et écrire des fichiers. Donc vous pouvez charger une grille de Sudoku écrite dans un fichier, résoudre le Sudoku en regardant par exemple sur Wikipédia les algorithmes de résolution ou en testant toutes les combinaisons possibles. Vous pouvez essayer de faire une version simplifiée du Sudoku. Par exemple en disant que vous avez le droit de mettre 1, 2, 3, 4 et la grille elle est de 4 par 4.
par exemple. Vous pouvez résoudre le sudoku et afficher la grille résultat, voilà. Vous avez vraiment toutes les bases, hein. Vous savez tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, il vous reste juste à découvrir quelques fonctions dans la lib standard et vous entraîner à vous en servir. Voilà. Alors, pour finir, là on a demandé de la mémoire au système. La mémoire ne sera libérée que lorsqu'on quittera le programme, si on fait ça. Si jamais vous avez par exemple des boucles ou un programme qui tourne très longtemps, vous allouez de la mémoire, au moment où vous n'avez plus besoin de la chaîne, il faut dire au système, c'est bon, tu peux récupérer la mémoire, moi j'en ai plus besoin. Sinon, très rapidement, vous allez prendre toute la mémoire du système et votre machine, elle va peut-être cracher carrément. Voilà, donc c'est pas gentil. C'est pas gentil. Le système il a été gentil, vous a donné de la mémoire, maintenant, vous êtes gentil, vous êtes poli, vous lui dites, c'est bon, tu peux la récupérer, je te la rends. De cette façon, en disant que je libère le pointeur. Alors, si vous avez free la mémoire, n'utilisez plus jamais le pointeur str. Vous ne faites plus ça. Pas le droit de faire ça. Ça, c'est méchant, c'est pas bien. Vous écrivez sur un espace mémoire où vous n'avez a priori pas le droit d'écrire, puisque le système va peut-être réutiliser la mémoire en question pour un autre de vos mallocs, par exemple. Donc là, vous êtes en train d'écrire sur une autre variable ailleurs. Si par exemple je fais free puis que je fais malloc d'une autre chaîne de caractères, d'une taille plus petite par exemple, eh ben, il va se trouver que sur la plupart des implémentations, sur la plupart des machines, vous allez vous retrouver avec le même pointeur qu'ici. Si vous ne faites pas trop de choses entre temps. Hein. Mais il n'y a aucune obligation que ce soit le cas, mais c'est probable. Du coup, là, vous allez écrire dans une autre de vos variables, ce que vous ne voulez pas du tout faire. Donc surtout, une fois que vous avez free le pointeur, vous n'utilisez plus. C'est pour ça même que certaines personnes prennent la peine de mettre le pointeur à 0. Voilà, voilà. Alors juste pour vous montrer que c'est pas bien de faire ça, et pour vous aider à retrouver dans vos programmes si vous avez accidentellement fait ce genre de choses, sans vous en rendre compte. Donc là je fais un programme qui est volontairement pas bien, buggé, qui fonctionne mais qui est buggé. Et si je lance avec valgrind, je sais plus exactement la prononciation, programme très utile, et que j'utilise normalement, vous allez voir que ce programme va vous dire que vous avez commis des erreurs, et que là vous utilisez un pointeur qui a déjà été libéré. Et en plus, si vous prenez la peine de compiler votre programme avec -ggdb, que vous le relancez, Valgrind est encore plus gentil, il vous dit même à quelle ligne de votre code vous faites vos bêtises pour vous aider à les corriger. Il peut aussi vous dire à la fin si vous avez oublié de libérer de la mémoire. Là, il nous dit que toute la mémoire allouée a été libérée. Donc un utilitaire extrêmement pratique pour débugger vos programmes. Vérifiez que vous ne faites pas de... C'est très utile quand on débute parce que c'est très facile d'oublier un free ou d'oublier de dépasser des index, de pointeurs, etc. Donc Valgrind peut détecter. Malheureusement, Valgrind ne détectera pas lorsque vous débordez de vos tableaux statiques. Par contre, il détectera si vous débordez de vos tableaux dynamiques. Bon à savoir. Voilà. Sur ce, je vous laisse travailler tout ça, bien méditer. Faites des exercices pour vous amuser, en vous amusant, pour vous faire plaisir. Méditez bien, lisez d'autres documentations si ça peut vous aider. Et vous allez voir, ça va venir tout seul et ensuite ça vous paraîtra parfaitement naturel. Bonne journée!